Bonjour, bienvenue au laboratoire de soins d'urgence 1, dans le fond Trauma 1. Mon nom c'est Cynthia Tremblay, je suis spécialiste en soins cliniques avec d'autres mes collègues que vous aurez la chance de rencontrer. Aujourd'hui, je vais vous montrer c'est quoi vraiment l'examen primaire d'un patient traumatisé. Donc, pour ce faire, je vais vraiment suivre la séquence selon le TNCC, qui est le guideline américain et mondial au niveau de la trauma. Il y a vraiment la séquence de lettres A, B, C, D, E, F, G, puis la réévaluation, ce qui comprend l'examen primaire. Pour ce qui est du secondaire, vous allez pouvoir le voir en théorie, mais on ne l'abordera pas en laboratoire. Qu'est-ce qui est important également suite avec les lettres? Je le sais que dans la vraie vie, quand on est une équipe, on reçoit un patient, souvent tout se fait de façon spontanée. Mais pour ce qui est des laboratoires ici, parce qu'il y en a qui travaillent dans ces milieux-là, mais d'autres qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de réanimation, on va vraiment prendre la peine de chacun avoir son rôle et de décortiquer chacune des choses une après l'autre. En trauma, la séquence qu'on fait les choses, c'est qu'on a une première lettre, on évalue, on intervient au besoin et on réévalue que tout se soit, dans le fond, réglé avant de pouvoir passer à la lettre suivante. Ce qui est au niveau de la séquence aussi, c'est on inspecte, on ausculte, on palpe et on percute. Toujours dans cet ordre-là. Au niveau, tout d'abord, de mon matériel, vous allez le voir, j'ai plusieurs choses à votre disposition. Ça se pourrait que ça soit différent selon vos laboratoires, les locaux ou quoi que ce soit, mais le matériel est toujours le même. Pour ce qui est, lorsqu'on reçoit un patient en salle de trauma, on a souvent un préavis hospitalier, un appel sur le téléphone à code qu'on appelle, de la part des ambulanciers. Ceux-ci, des fois, c'est des informations très brèves qui sont quasiment dans la cour à l'hôpital qu'on appelle. Des fois, on va avoir davantage d'informations. Ce qu'ils nous disent majoritairement, c'est un âge approximatif du patient. Parfois, si c'est un homme ou une femme, c'est quoi le type d'accident? Exemple, accident d'auto, chute, tout dépendamment de c'est quoi les cas possibles. On n'a jamais de nom ou de quoi que ce soit. Des fois, on a Glasgow, parfois une IPT que vous pourrez voir dans ce moment-là. Le nombre de victimes. Des fois, on a des signes vitaux, pas toujours complets. S'il y a une quantité de sang importante perdue, estimée sur les lieux. Et le délai d'arrivée. Donc, durant le délai d'arrivée de notre patient, c'est à ce moment-là qu'on va se préparer. On tombe dans la phase de préparation. Donc, moi, quand je reçois l'appel, je me dis qui que je veux qu'il soit là sur les lieux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mon médecin sur le champ? Est-ce que j'ai besoin d'un anesthésiste? Est-ce que je pense avoir besoin du bloc opératoire? Est-ce que j'ai besoin d'un pédiatre dans des cas d'enfants? Est-ce que je pense qu'il faut que je fasse bloquer le scan? Est-ce que je vais appeler la banque de sang pour un protocole de transfusion massive que je m'attends? Est-ce que j'ai l'équipement nécessaire qui est à ma disposition? Exemple, chez les enfants, l'échelle de Brosselot avec le matériel adéquat. Chez les gens obèses, les brassards adéquats également. Est-ce que ma température, elle est à 25 degrés? Est-ce que j'ai des cas que je peux anticiper de préparer du matériel? Exemple, un patient en grosse hémorragie. Est-ce que je peux préparer le level 1? Est-ce que je peux, en cas de pneumothorax, préparer mon drain thoracique, l'inhalo serait sur place? Toutes choses comme ça, on va bien se préparer. Ce qui est souvent la clé en trauma, dans le fond, c'est je fais un peu un parallèle avec le football. On va préparer notre jeu. C'est quoi le jeu qu'on va faire? C'est qui les joueurs qui sont en place? Puis c'est quoi la direction qu'on veut envoyer le ballon, donc où qu'on veut s'en aller avec ce patient-là pour être capable d'aller marquer, donc de sauver le patient et de le stabiliser ou de l'envoyer dans l'état le mieux pour ce patient-là. Une fois qu'on est une étape aussi, l'équipement de protection personnelle ou l'équipement de protection individuelle. C'est-à-dire, des fois, le patient, on ne le saura pas, il ne saignera pas, on n'aura pas besoin de se protéger davantage. Parfois, vous allez avoir besoin d'une paire de lunettes si ça éclabousse beaucoup. Un masque pour vous protéger vous et vous protéger parfois également le patient. Bien sûr, des gants, souvent plusieurs. Des fois, des pantoufles parce que ça peut saigner. Et les fameuses jaquettes. Dans le cas de vos laboratoires, vous allez utiliser une jaquette jaune. À l'hôpital, ça pourrait être des jaquettes de bloc opératoire ou des fois des jaquettes en plastique tout simplement. Donc, on s'équipe puis on attend le patient. Une fois que le patient arrive, il va avoir le fameux premier C, le fameux across the room en anglais.
C'est-à-dire, quand mon patient y arrive, je le reçois, c'est quoi son état global de stabilité au niveau de son hémodynamie? Est-ce que mon patient, j'ai une traînée de sang qui suit et qu'il va falloir que je réorganise dans le fond ma série de lettres pour vraiment venir contrôler mon C, mon hémorragie, pour ensuite faire ma séquence de A, B, C et compagnie. Donc, si j'ai une grosse hémorragie, je vais venir vraiment faire une pression ou installer un garrot, exemple dans un cas d'amputation ou un complet ou un collet incomplet, pour maintenir, dans le fond, contrôler le segment pour me laisser place à la suite. Ensuite, je vais entrer dans mon fameux première lettre, le A. A pour voie aérienne ou airway en anglais. Dans ce fameux A-là, je m'installe à la tête de mon patient. Tout d'abord, je vais regarder mon collet cervical. Vous allez voir dans le cadre dans les ateliers avec nous comment valider la bonne grandeur, comment les installer assis, couchés. Mais dans ce cas-ci, dans le fond, je vais juste m'assurer est-ce que mon patient, mon collier est bien installé et est-ce qu'il est aligné dans le fond central vers le nombril, la bonne grandeur. Première chose, avec l'immobilisation de ma colonne. Par la suite, le fameux AVDI ou AFPU en anglais, parce que mon patient, dans un cas qui serait inconscient ou aucune réponse dans le fond, inconscient, ça se pourrait que j'aie besoin de venir prendre un pouls et réorganiser dans le fond pour le C, ABCD et m'en aller vers une réanimation directement. Mon patient il sera en code. Sinon, au niveau de mon A, est-ce que mon patient, dès qu'il arrive, je vois qu'il est conscient, il vocalise et est capable de me parler? Je suis contente. Ensuite, je vais venir regarder au niveau d'un visuel, au niveau de ma bouche. Est-ce que mon patient, dans le fond, j'ai une obstruction par la langue que j'aurais besoin d'intervenir? Est-ce que j'ai des dents cassées? Est-ce que j'ai des corps étrangers, du sang, du vomi, des sécrétions? Est-ce que je pourrais vraiment avoir un œdème du larynx qui s'installe? Exemple, un patient qui était dans un trauma, dans un feu, ou des fois des réactions allergiques, qui a vraiment un œdème important qui va s'installer et qu'il faudrait qu'on intervienne. Exemple aussi des fois de la suie ou des poils de nez roussis, des explosions de barbecue. Pour ce faire, dans le fond, j'ai inspecté. Ensuite, au niveau de l'auscultation, au niveau facial des airways, j'en ai pas. Mais j'en ai écouté. Est-ce que j'ai du stridor? Est-ce que j'ai vraiment, au niveau de mes bruits, une voix rauque que mon patient n'avait pas? Est-ce que j'ai un patient qui ronfle, que ses voies aériennes non dégagées? Ensuite, au niveau de ma palpation, des fois, je pourrais avoir de l'emphysème sous-cutané ou vraiment des déformations, un code Lefort qui pourrait que j'ai une difficulté puis que j'intervienne rapidement. Au niveau de mes enfants, mon évaluation, je pourrais intervenir. Au niveau de l'intervention, vous avez le choix. Venir en retirer des dents, des corps étrangers avec les pinces McGill. Utiliser des suctions souples. Sinon, pour dégager vos voies aériennes, on va le voir aussi en laboratoire, il y a les canules oropharyngées, les canules nasopharyngées ou les suctions rigides. On va tout voir de quelle façon on les utilise, vous allez pouvoir aussi les manipuler. Donc, à ce niveau-ci, c'est pas mal ce qui est au niveau de mon A. Ensuite, je vais venir penser dans le fond au niveau de mon B. Donc, ma respiration ou mon breathing en anglais. Au niveau de mon B, petit truc comme ça, je vais juste venir découvrir mon patient. Encore là, au niveau dans respectant la séquence inspection. En me plaçant comme ça, je vois est-ce que j'ai une amplitude respiratoire adéquate, superficielle ou vraiment très profonde. Est-ce que mon patient, sa cage thoracique, elle est symétrique? Est-ce que mon patient, il a un tirage? Est-ce qu'il utilise ses muscles accessoires? Est-ce que au niveau de l'intégrité de mon thorax également, quand je regarde, est-ce que j'ai des plaies, des contusions, des hématomes, des fois, exemple, une plaie aspirante? Est-ce que ensuite, au niveau de ma palpation, est-ce que j'ai de l'emphysème sous-cutané? Est-ce que je sens vraiment quand mon patient respire, j'ai une respiration paradoxale, que je pourrais avoir des volets thoraciques? Est-ce que je sens des fractures de côte, des déformations? Ensuite, je vais pouvoir ausculter aussi, que j'aurais dû faire dans un autre temps avant. En trauma, toujours 4 points. Deuxième espace intercostal, mi-claviculaire droite et gauche. Et cinquième espace intercostal, mi-axillaire droite et gauche. À savoir, qu'est-ce que j'entends? On ne part pas la séquence en 8 points en trauma. Donc, ce qui est au niveau de mon évaluation de mon patient.
Au niveau de mes interventions, au niveau du B, il y en a quand même plusieurs. Il peut avoir l'intubation en séquence rapide à préparer en équipe. Il peut avoir d'installer un drain thoracique. Il peut avoir d'installer parfois, si mon patient il a déjà un combitube, de le manager. Il peut avoir la crico, tous les plans B que vous allez pouvoir avoir vus en examen. On peut également vérifier l'appositionnement du tube à l'aide d'un capnographe à ce niveau-là. Donc, au niveau de votre B, il y a plusieurs interventions. On réévalue que la condition de notre patient s'améliore, c'est-à-dire l'amplitude respiratoire avec le rythme et que vraiment l'intégrité de mon patient il va bien. On maintient toujours l'O2 à 100%. Chez nos cas de trauma, selon les protocoles des ambulanciers, majoritairement, ils vont toujours arriver avec un masque 100%. Vous allez maintenir l'O2 à 100% jusqu'à temps qu'on tombe vraiment plus loin dans votre évaluation au niveau du haut, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Par la suite, mon B est réglé. On va tomber dans le C pour la circulation. Donc, au niveau de mon patient, je vais le découvrir. Et en le regardant rapidement, ici, est-ce que je vois un segment externe actif? Si oui, pour l'instant, la seule chose que vous allez faire, c'est de maintenir une pression à ce niveau-là. Ensuite, toujours au niveau de mon évaluation, est-ce que au niveau de mon pouls fémoral ou carotidien, est-ce que j'ai un pouls? Je vous le souhaite. Ensuite, sinon, est-ce que j'ai l'amplitude de votre pouls? Est-ce qu'il est filant, mon patient, que je pourrais être en choc puis je ne le sais pas? Est-ce qu'il est bien frappé ou il est normal? Ensuite, est-ce qu'il est régulier? Que des fois, on pourrait anticiper d'autres problèmes également. Au niveau de ma peau, ça me parle beaucoup la peau. Est-ce que mon patient il est pâle? Est-ce qu'il est rosé, bien coloré? Est-ce que ma peau est moite, est froide, que je pourrais également penser à un état de choc chez ce patient-là? Ensuite, je vais venir ausculter au niveau à l'apex pour pouvoir m'avoir mes bruits cardiaques. Est-ce que j'ai des bruits cardiaques lointains que je pourrais penser à une tamponade cardiaque et là qu'il va y avoir d'autres interventions médicales à faire de façon précoce? Est-ce que j'ai des signes d'hémorragie? Si mon patient il me semble stable, il ne se plaint pas de douleur, que la peau elle est bien colorée, je n'ai pas à ce moment-ci d'évidence de venir faire l'inspection de l'abdomen ou du bassin. Mais si votre patient se plaint de douleur, qu'il y a un état de choc, dans le fond, vous voyez que votre pouls il est très fulant, que la peau est froide et moite, vous pourriez venir vraiment à ce niveau-ci, ausculter au niveau de votre abdomen, faire une palpation pour voir est-ce que j'ai un signe de défense, est-ce que j'ai des anormalités au niveau de mon abdomen que je pourrais suspecter un saignement ou encore un saignement, une fracture au niveau de mon bassin. On va le voir en laboratoire, comment vraiment bien manipuler des bassins, savoir s'ils sont mobiles ou pas. À ce niveau-ci, dans le fond, vous allez venir palper votre bassin pour savoir s'il y a une douleur, s'il est mobile sous vos mains. Parce qu'il faudrait qu'on vienne intervenir à ce moment-là. Comment qu'on intervient au niveau de nos évaluations? Il y a différentes choses. On travaille encore en équipe, comme je vous ai expliqué. Pour parler de mon bassin, par exemple, il y a deux dispositifs. Il y a le dispositif de drap et de fameux T-pod. Selon les centres où vous allez travailler au Québec, il n'y en a pas un qui est plus privilégié que l'autre. Les deux font la même fonction. C'est juste que le drap coûte beaucoup moins cher et est plus facile d'accès qu'un T-pod. Mais vous allez pouvoir manipuler les deux au niveau du laboratoire. Au niveau des autres interventions en équipe, le médecin pourrait effectuer à ce moment-ci ce qu'on appelle un fast echo, qui est un écho de 5 vues rapides pour voir au niveau des segments de certains organes précis. Ensuite, toujours installer 2 voies de gros calibre, c'est-à-dire 14, 16, minimum un 18, court, pour que ça l'infuse plus rapidement. Lors de l'installation de votre première voie, vous allez venir piquer votre patient, toujours des NaCl.9 en trauma, puis chaud de préférence. Lors de l'installation de la deuxième voie, toujours 2 voies. Première, on passe le soluté. Deuxième, un laboratoire qui est prioritaire à faire, le fameux groupé croisé ou cross-match. Donc, on installe le deuxième soluté en cours. La plupart du temps, le médecin pourrait vous dire un bolus de 1 litre, mais on va y aller avec parcimonie, des fois avec les clientèles cardiaques ou les clientèles plus à risque. Fait que juste fier à votre médecin dans ce temps-là.
de quelle façon vous allez le partir. Si vous avez des saignements actifs, comme je l'ai dit, simple pression, on essaie de contrôler. Sinon, vous pouvez surélever le membre. Dans un cas où que vous ne seriez pas capable de trouver de voie, des fois des cas qui saignent énormément, qui n'ont pas de pression, les veines sont plus dures à trouver, l'intra-osseuse, c'est vraiment l'intervention à prioriser pour pouvoir intervenir, passer des médicaments, passer des solutés à ce niveau-là, que ce soit au niveau de l'huméral ou des membres inférieurs. On pourrait à ce moment-ci aussi passer au protocole de transfusion massive, péricardiosynthèse dans des cas de tamponnade cardiaque, ou sinon la réanimation cardiovasculaire fait également partie de vos interventions. Donc, on a évalué, on intervient, on réévalue que la situation s'améliore avant de passer à la lettre suivante. Au niveau aussi, des fois, ce que vous pourriez voir au niveau d'un tourniquet, ce qui est le fameux garrot, si vous voulez. Un tourniquet, c'est un dispositif plus en tissu qu'on tourne lorsqu'on a des amputations complètes ou incomplètes. C'est une autre intervention que vous pourriez utiliser dans vos milieux. Au niveau maintenant du D. Le D pour l'état de conscience. Il y a deux choses à évaluer. Le fameux Glasgow. Le Glasgow, sur une échelle de 15, on va le voir également en atelier parce que des fois, vous allez voir qu'on peut avoir différentes interprétations de Glasgow, même si ça devrait être une échelle qui est quand même standard pour tout le monde. Trois choses à évaluer. Ouverture des yeux, réponse verbale, réponse motrice. Tout ça sur une échelle de 15 et ça vous donne un score. Un Glasgow à partir de 8, 9, des fois selon le médecin, c'est une intubation souvent à anticiper par rapport à ça si l'état de conscience se détériore. Donc, toujours faire les trois critères d'évaluation pour vous donner un total. Et ensuite, au niveau de vos pupilles, on évalue les pupilles. On a des petites lampes de poche avec des pupilles graduées. Des fois, ça peut vous aider. Des fois, dans le milieu, ça se pourrait que vous n'en trouviez pas. Je vais venir mettre mon stylo, coin externe vers le milieu. Je vais venir voir la réactivité, la grosseur, la forme et la symétrie de mes pupilles. Deux choses que j'évalue dans mon dé. Pupille, Glasgow, c'est tout. Ensuite, au niveau de mes évaluations, c'est ça. Au niveau de mes interventions également, je peux venir faire une glycémie. Des fois, mon patient pourrait avoir un état de conscience altéré relié à une hypoglycémie. Des fois, je pourrais venir faire des recherches d'alcool ou de toxico qui pourraient causer une altération de mon état de conscience. Aussi, je peux penser à ce moment-ci de venir faire peut-être un scan vu que je pourrais avoir un Glasgow qui est diminué. Ceci complète mon dé. Si vous avez un patient, par exemple, qui a un suspect qui a une atteinte au niveau de crânien, un trauma, un saignement ou quoi que ce soit, juste faire attention de limiter vos stimuli, tels que pour faire augmenter votre pression intracrânienne, les lumières, les bruits, pas faire de gags réflexes, exemple, des choses comme ça, les pressions. Fait qu'on essaie d'être plus calme puis moins de bruit au niveau de ces patients-là. Pour le E, l'exposition. Donc, je vais vraiment venir découvrir mon patient et venir le couvrir à l'aide d'une couverture chaude. Je vais venir évaluer rapidement. Est-ce que j'ai une blessure visiblement apparente? Et là, on n'est pas dans de la tête aux pieds, c'est vraiment de façon brève, comme ça. Je découvre mon patient et je le recouvre. Vous allez voir qu'en trauma, on craint vraiment l'hypothermie reliée à la triade de la mort que vous allez apprendre plus tard. Certains patients, quand ils arrivent, des fois, rarement vont arriver en jaquette, bien sûr. Donc, c'est important, on retire les vêtements, souvent en Y. Des fois, cette étape-ci, vous allez voir que les préposés, dès que le patient arrive, ils le découvrent, mais sinon par Y. On essaie de sauver les vêtements le plus possible. Puis dans le temps d'hiver, de bémol, faites attention avec les manteaux de plumes pour ne pas en mettre partout au niveau de la salle de trauma, puis que ça passe 3 heures après à ramasser vos plumes. Si vos patients, des fois, il pourrait arriver que pour une raison X, les ambulanciers font déjà des pansements pour essayer de contenir des saignements ou quoi que ce soit. C'est aussi à cette étape-ci que vous allez les retirer pour avoir une meilleure vue d'ensemble, dans le fond, des plaies du patient. Parce qu'une simple pansement au niveau de la tête pourrait cacher beaucoup plus que
Un simple petit segment, ça pourrait être un scalp ou encore une fracture de la boîte crânienne. Donc, bien évaluer, retirer tous les pansements qui ont été faits pour mieux les refaire par la suite. Faire attention au niveau des fois de la vitre, des cas d'accident d'auto ou de la bouette ou dépendamment dans le cas que les patients nous arrivent pour ne pas vous blesser vous aussi lorsque vous allez retirer ces fameux vêtements-là ou des fois les couvertures. Ce que ceci complétait mon E. On passe au F. F regroupe deux choses. Famille. Donc, si on peut des fois les accueillir, les installer dans le salon des familles. Des fois, on va prioriser qu'ils soient à nos côtés. S'ils sont à nos côtés, favoriser que soit un membre du personnel infirmier ou des fois une travailleuse sociale les accompagne pour mieux leur expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire et que si jamais il y a quoi que ce soit, qu'il y ait quelqu'un avec eux. Sinon, ben c'est ça, on va essayer d'avoir des informations un petit peu supplémentaires des fois de l'état de santé. Sinon, salon des familles, c'est possible. Sinon, l'anglicisme, full set of vital signs. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on vient faire tous les signes vitaux. C'est-à-dire la pression, la fréquence cardiaque, la saturation pourrait être faite ici ou un petit peu plus tard, et la fréquence respiratoire. On prend ces paramètres-là. Puis, au niveau des fois de la température, certains médecins pourraient l'avoir buccale, certains autres ne vivent que pour la température rectale qui sera faite ultérieurement selon les cas que vous avez ou selon le médecin avec qui vous travaillez. Donc, c'est pour votre F. Le G, qui est la dernière lettre, mais non la moindre, les adjuvants ciblés ou l'anglicisme Get Resuscitation Adjuncts. Donc, il y a un petit truc mémotechnique que vous allez pouvoir utiliser, c'est le fameux LMNOP. L pour les laboratoires, tels que, exemple, un cas qui était dans un feu, qu'on veut avoir des carboxyhémoglobines, si on veut des gaz lactiques, des INR chez des patients qui sont anticoagulés au Coumadin, on pourrait les faire à ce moment-ci. Ensuite, le M pour moniteur cardiaque. C'est là que j'en ai scopé mon patient afin d'avoir vu au niveau de mon rythme cardiaque. Est-il régulier ou pas? J'ai-t-il des arythmies qui sont visibles ou des signes de souffrance myocardique? N, le tube nasogastrique ou orogastrique selon les indications contre-indications de chacun. À une certaine époque, la sonde vésicale est installée à ce moment-ci. Dans les nouveaux guidelines, la sonde est installée plus tard. Le O, oxygène. C'est là qu'on vient vraiment réévaluer la nécessité de maintenir à 100% notre oxygène. Deux cas contient mordicus à les garder sous O2 100%, pneumothorax et intox au CO2. C'est les deux cas que chez qui on va maintenir en tout temps. Sinon, ça va vraiment être selon l'état global du patient, la saturométrie, puis les composantes de pourquoi ils sont là. P, pallier la douleur, ou pain en anglais. On va évaluer dans le fond selon l'échelle appropriée pour votre patient. Échelle 0 à 10, échelle pédiatrique, échelle analogue ou faciale chez vos patients qui sont intubés. On va venir intervenir par les interventions pharmacologiques, c'est-à-dire les médicaments, ou des fois non pharmacologiques. Exemple, des fractures, on pourrait venir faire des attelles, surélever un membre, mettre de la glace sur des échymoses, on va venir vraiment avoir des interventions. Donc, ceci venait vraiment compléter notre examen primaire. Ensuite, on va réévaluer c'est quoi notre plan de match avec notre patient. Est-ce que notre patient s'en va vers un bloc opératoire? Est-ce qu'on va passer à un transfert qu'il va falloir faire notre note, avoir des examens plus là-bas, ou ça en a l'exemple un cas de trauma, des traumas médulaires, des grands brûlés ou des transferts interhospitaliers, tout dépendamment des cas de pédiatrie. Est-ce que avant ça, est-ce que je vais faire une radiographie de mon bassin, radiographie de mon poumon? Le fast écho, est-ce qu'il a été fait par mon médecin? Puis, comme je vous ai dit, un transfert. Donc, c'est vraiment sous forme d'équipe que chacun a fait notre lettre graduellement, puis qu'on vient faire l'examen primaire et dans un second temps, l'examen primaire et l'examen secondaire. Donc, j'ai bien hâte de vous rencontrer et voici ce qui était l'examen primaire d'un patient polytraumatisé.